Donc je vais d'abord donner la parole à Monsieur Bibard. Alors malheureusement, vous serez obligé de nous quitter en cours d'atelier, du fait de vos impératifs professionnels. Donc pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur au département management de l'ESSEC, dont je précise que vous avez été le directeur de 2005 à 2009. Donc vous dispensez des cours de philosophie politique, de gestion et de management. Donc c'est à l'issue d'un parcours marqué par des études autour effectivement de la gestion économique, mais un intérêt marqué pour la philosophie politique. Donc vous allez nous expliquer dans votre intervention comment, selon vous, on peut responsabiliser les élites, et vous allez insister sur un leadership qui doit être le plus ouvert possible, et sur la nécessité d'une dynamique de responsabilisation collective du devenir des organisations. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Merci Monsieur Faucard. Mesdames et messieurs, rebonjour. Je souhaite dire avant de commencer, je suis extrêmement... c'est un grand plaisir d'être ici, j'étais extrêmement bien reçu. Je m'en ouvrais à Madame Astier il y a un instant, mais je souhaite remercier Monsieur le Président et les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de dîner hier soir également. Alors je dois partir effectivement pour des raisons d'organisation, je ne peux pas faire autrement, je suis en formation permanente demain matin à Paris et le seul moyen qu'on a trouvé c'était que je parte ce soir. Et c'est à grand regret parce que je parlerai du dialogue, mais je ne serai pas là longtemps pour pouvoir le jouer le dialogue et je le regrette vivement. Donc mes excuses auprès de Florent Faucard et des deux personnes, Madame Marley et Monsieur Verhaeghe, avec qui j'aurais eu grand plaisir à échanger. Je voudrais raconter, d'abord, radicaliser encore ce qu'on a constaté depuis ce matin ensemble, en disant ceci, pour revenir à la question de la responsabilité des élites. La mondialisation impose, je pense, tous azimuts, tous secteurs confondus, un degré d'incertitude fondamentale qui peut s'exprimer sur le plan politique en termes de légitimité de l'action, sur le plan simplement de la sécurité, sur le plan simplement de la durabilité des organisations, qui elles-mêmes sont censées favoriser les entreprises, par exemple, la durabilité de l'environnement, etc. En fait, je crois qu'on ne sait plus grand-chose. Et que si quelqu'un disait « je sais vers où on va », ça serait pas, il serait assez certain que ce serait quelqu'un qui ment, en quelque sorte, d'abord à soi-même, sans doute. Tiens, voilà mon sentiment, c'est qu'il y a un très fort degré d'incertitude. Et du coup, la notion d'humilité va s'imposer, c'est qu'il faut faire avec. Et on n'est plus très habitué à faire avec. C'est-à-dire, je reviens à un certain constat que Florent Faucard a fait, a dit, je crois qu'au contraire, il y a une réponse mondiale à l'incertitude qui s'exprime par un souhait de contrôle très, très, très intensifié. Et je souhaite retenir trois traits. La concentration de plus en plus... l'agrandissement des structures et la concentration des lieux de décision. Et les lieux d'exécution sont parfois à des milliers de kilomètres, mais on concentre le pouvoir de décider, le pouvoir décisionnaire et la puissance décisionnaire. Deuxièmement, on fait de plus en plus confiance aux process. Je vais y venir dans les exemples que je vais traiter dans un instant. Et les process, je crois qu'on finit par penser très inconsciemment qu'en fait, ils sont responsables des hommes et non pas nous, responsables des process. Ce qui, je crois, est gravissime. Quand je dis process, je dis structure organisationnelle aussi, règlement, etc., mais aussi l'électronique embarquée sur un avion, par exemple, les protocoles opératoires, tout ce qu'on veut. On se fie de plus en plus au système, et c'est un peu comme si les systèmes étaient responsables des hommes. Je crois que c'est un enjeu fondamental de notre époque. Et troisième point, il y a paradoxalement, dans un contexte de néo-taylorisation très très fondamentale, très très radicale des organisations à la fois publiques et privées. Je pense que ce n'est pas du tout seulement un phénomène qui concerne les entreprises ou organisations privées. Néo-taylorisation qui implique un degré d'obéissance, de compliance, en quelque sorte. Je prends le terme anglo-saxon exprès, mais en gros, on se plie à ce qu'on exige et on perd un peu le sens de la capacité de dire non et de la capacité du bon sens à exercer en situation. Et ça, c'est paradoxal et c'est problématique parce qu'à l'incertitude, on réagit par un surcontrôle éventuellement, je pense parfois extrêmement péjoratif pour les organisations. Et je voudrais, on m'a beaucoup dit, il ne faut surtout pas prendre d'exemple dans le milieu hospitalier, donc je n'ai pas pris d'exemple dans le milieu hospitalier de ce que j'allais décrire. Et je propose de prendre des exemples qui peuvent paraître un petit peu peut-être étranges, des toutes petites structures en quantité de personnes qui sont en train d'interagir, des structures provisoires, donc des systèmes qui durent un certain temps, mais vous allez voir, je m'en explique dans un instant, mais qui ne durent pas longtemps. Des structures qui, en revanche, mettent en relief quelque chose qu'on a beaucoup discuté ce matin, que je trouve capital, c'est la question du temps.
Ce matin, quelque chose m'a frappé, c'est qu'on a beaucoup parlé du temps, de l'extraordinaire difficulté à courir après le temps. Et à un moment, Pierre Scholler a dit, en fait, le temps, l'économie impose sa temporalité aux politiques. Et en gros, on court tous après. Je crains qu'il y ait vraiment du vrai là-dedans. Et la question du rapport entre court terme et long terme, elle est fondamentale. J'ai la conviction pour ma part que s'il y a des élites quelque part, elles sont responsables d'une pondération par rapport au long terme. C'est-à-dire de cet arbitrage qui ferait qu'on serait modérément enfoncé le nez sur le guidon dans le court terme et capable de regarder loin. Et ça n'a rien de simple. Hein. La crise financière de 2008 est dite une crise de court-termisme. Je crains qu'on soit tous dans le court-termisme. Et je voudrais décrire 2 exemples, le plus sobrement possible, parce que dans le court terme, là, je vais manquer de temps, donc je vais faire le plus vite possible. Mais en gros, 2 exemples dans l'aviation, qui sont, à mon avis, très très aisément transposables. Et je vais vous dire une des raisons pour lesquelles je me permets de prendre ces exemples. C'est que les pilotes aiment bien dire, voilà, typiquement un métier d'élite, hein, un métier qui a une grande culture, etc. Et les pilotes aiment bien dire, moi j'ai un bureau qui va à 900 à l'heure, j'ai pas le temps de répéter. Et la conviction où je suis pour ma part, c'est que je pense que nos organisations vont toutes à 900 à l'heure, actuellement. Et il ne s'agit pas de dire, c'est grave, c'est affreux, c'est atroce, non. Mais en revanche, de dire, voyons voir, comment font les pilotes et est-ce qu'il n'y a pas des leçons à prendre? Alors, pour poser cette question, je voudrais décrire 2 choses. Je voudrais raconter, alors d'abord, une catastrophe que je vais sauver par une situation, au contraire, sauvée juste après. Mais en gros, je pense malheureusement intéressant de se pencher sur la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation civile. C'était en 1977 à Tenerife et ce sont 2 avions qui rentrent en collision au sol alors qu'ils n'ont aucun problème technique. Il y a un problème en revanche de gestion du temps, il y a un problème de rapport à la règle, il y a un problème de communication et de rapport à la hiérarchie. Et ces questions-là sont des questions qui ont été largement travaillées non seulement pour l'amélioration du management des équipages dans les cockpits, mais des équipages en général et en général dans les organisations. En gros, on a tiré des leçons tout à fait importantes de ce qui s'est passé à Tenerife en 1977, le 27 mars. Et donc je propose de décrire très très sobrement la situation et d'en tirer quelques leçons. La situation positive que je voudrais évoquer, je pense que j'en aurai le temps, pour laisser ensuite un peu de temps aux questions-réponses, c'est cet amérissage extraordinaire il y a 3 ans à New York, et qui est le contrepoint exact de ce qui s'est passé à Tenerife. Je vous campe le décor d'emblée, comme ça on sera mis au parfum tout de suite sur là où je veux en venir. Travaillant avec des collègues à la fois en management et commandant de bord, donc pilote sur la question, on est arrivé à déduire au fond, ce qui s'est passé à Tenerife, c'est qu'il n'y a aucun problème technique, mais il y a une communication catastrophique. Et malheureusement, elle donne lieu à une catastrophe. Et ce qui se passe il y a 3 ans, quand l'avion arrive à amérir sur l'Hudson en ayant quitté New York, il y a un énorme problème technique qui impose sur le court terme une urgence fondamentale, mais il y a une excellente communication là où il faut. Et je propose de décrire ça. Et métaphoriquement, je pense que ça décrit comment des élites qui communiquent bien et se responsabilisent collectivement, ça c'est le cas de 2009, éventuellement peuvent gérer correctement des situations extrêmement compliquées, très très urgentes, alors que s'il n'y a pas de communication et un rapport à la hiérarchie beaucoup trop fort qui fait qu'on se sent seul et qu'on s'isole, là le risque d'échec collectif est malheureusement beaucoup plus grave. Ce qui revient à dire en gros, et je reviendrai à ma conclusion, un des moyens fondamentaux de responsabiliser les élites dans des situations d'injonction contradictoire croissante comme celle que nous connaissons maintenant, c'est de les aider à lâcher du pouvoir, parce qu'ainsi elles en prennent encore beaucoup plus, s'étoffant d'équipes vraiment compétentes, alors que très souvent le rapport à l'autorité est extrêmement archaïque. D'où ma question, pour ceux qui s'en souviennent peut-être de ce matin, à Pierre Scholler, moi je suis frappé de l'extraordinaire infantilisation des gens au gouvernement qui se parlent entre adultes comme si c'était des parents à enfants, quoi. Et malheureusement, on est beaucoup là-dedans. Entre adultes, on ne se parle pas comme ça. Et l'hypothèse qu'on est tous raisonnables et compétents à son propre niveau fait qu'éventuellement, il y a des rapports qui sont beaucoup plus souples que ce qu'on peut voir dans le film remarquable, je trouve décidément encore l'exercice de l'État, et puis dans ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, j'avais demandé de disposer d'un paperboard. En fait, je vais faire très très vite. J'ai fait un petit schéma qui décrit la situation de Tenerife et je vous campe le décor le plus vite possible et j'espère le plus clairement possible. Le 27 mars 1977, sur l'aéroport principal de Las Palmas, qui est l'aéroport de Tenerife, il y a un attentat à la bombe et donc l'aéroport devient inaccessible. L'ensemble du trafic est détourné sur un tout petit aéroport, Los Rodeos. Et à un moment donné, il y a à cet aéroport 2 747 qui arrivent quasiment en même temps. Il y a un avion de la KLM
J'espère que mon petit schéma n'est pas complètement illisible et qu'il est visible en revanche également pour tout le monde. Pour l'allée de gauche, j'espère que c'est à peu près correct. En tout cas, un avion de la KLM qui est stationné et l'avion de la Paname arrive après. Et la tour de contrôle demande à l'avion de la Paname de se mettre derrière lui. Et l'une des conséquences, c'est que la Paname ne peut repartir que quand la KLM repart. Et donc la KLM reste longtemps. Pourquoi ? Parce que le commandant de bord est très en retard. Je vais vous décrire pourquoi c'est capital. Ça, c'est comme quelqu'un qui serait une élite, mais soumise à une règle internationale très très lourde. Il est très en retard. Il décide de remplir ses réservoirs ici à Los Rodeos, et non pas à Las Palmas quand il pourra y retourner, pour repartir sur Rotterdam. Ce qui veut dire que l'avion sera lourd quand il va décoller. Et donc il remplit, ça prend 2 heures, la Paname arrive une demi-heure après que lui est arrivé, donc il y a 1h30 d'attente pour la Paname, et enfin les 2 avions sont autorisés à circuler. L'avion de la KLM, on lui demande de circuler sur la piste et de faire son demi-tour pour se préparer au décollage. Et l'avion de la Paname, la tour de contrôle, c'est la tour de contrôle, bien sûr, lui demande de circuler sur la piste elle-même et de dégager ici, là où il y a un angle aigu. J'ai écrit C3, mais c'est peut-être pas très visible. Il y a un angle aigu que j'ai fait exprès la flèche rouge pour qu'on voit bien que c'est pas très simple. Et je fais remarquer que les 747 sont les avions les porteurs civils les plus gros du monde. L'avion est tout petit. Il y a un brouillard extrêmement épais qui s'abat sur l'aéroport. La situation est très très difficile à gérer en termes de manœuvre. Et il va se passer malheureusement la collision que je vous ai évoquée en plein brouillard. Alors comment ça se passe ? L'avion de la Paname, très raisonnablement dit, mais moi j'aimerais plutôt circuler ici sur la tarmac, sur les pistes de taxi et pas de décollage, et aller dans le sens où l'angle n'est pas aigu. Mais j'ai mis des traits rouges pour signifier qu'il y a ici plein d'avions, donc l'accès n'est pas disponible. Et donc la tour de contrôle confirme son ordre qu'il circule sur la piste de décollage pour dégager ici en C3. On peut faire remarquer d'emblée que le commandant de bord de la Paname aurait pu dire « j'attends et j'irai après ». Il aurait pu faire cette demande. Il ne le fait pas, il commence à circuler. Pendant que l'avion de la Paname circule, que l'avion de la KLM fait son demi-tour, en tout cas, c'est de fait ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire que pour permettre un décollage tôt, la demande c'est qu'il circule ici et qu'il dégage bien sûr ici, pour qu'ensuite la KLM décolle pendant que lui continue à aller jusqu'en bout de piste pour se préparer au décollage. Alors c'est une des choses incriminées comme étant erreur de la tour de contrôle. Il faut faire remarquer que avec la subtilité dont nous, humains, sommes capables, il a été dit c'est des Espagnols, donc ils ne réfléchissent pas. C'est à peu près aussi radical que ça, c'est les critiques qu'il y a eu. Mais non, c'est pas vrai. Ils sont compétents, ils font ce qu'ils peuvent. Tout le monde est sous stress. Il y a un très très gros retard et tout le monde est sous stress. Donc on peut éventuellement dire, du fait du stress, il y a cette erreur. Pendant que ça se couvre, au fur et à mesure, personne ne voit plus rien, la visibilité est très pauvre. Le commandant de bord de la KLM est très très inquiet. Alors je vais vous dire pourquoi maintenant. Il est soumis à une réglementation quasiment comme les routiers en France. S'il arrive en retard à Rotterdam, il est passible d'une amende. Il peut perdre sa licence de pilote. Évidemment, il perd son métier et il va en prison. Donc en gros, il a un très gros stress et il demande l'autorisation d'arriver en retard qui lui est refusée, importance des règles, alors qu'il a un poste décisionnaire tout à fait capital dans son appareil. Ça lui est refusé parce que la règle a été mise en place il y a 1 an et les autorités néerlandaises disent si on fait une exception dès maintenant, c'est fichu. Donc on ne l'autorise pas à arriver en retard. Au fur et à mesure, pris dans le stress de la situation, ce qui a été supposé après l'accident, c'est qu'il est en régression. Et il ne voit plus que la manœuvre à faire. En gros, il n'a plus qu'un objectif et n'écoute plus rien d'autre. Je veux décoller, point. Et donc, qu'est-ce qui se passe en conséquence ? Quand il arrive en bout de piste, et il tourne, il commence le décollage tout de suite, sans demander l'autorisation de la tour de contrôle. Ce qui n'arrive jamais. En gros, la première chose qu'apprend un pilote qui fait un travail de pilotage, en gros, c'est je ne décolle que s'il y a l'autorisation de la tour de contrôle. Et là, non, il commence. Alors vous imaginez bien, et c'est là où il y a le rapport hiérarchique qui est en jeu, et ce que j'estime être une co-responsabilité des personnes dans les organisations, le copilote dit « mais on n'a pas l'autorisation de décollage ». Donc il fait bien son travail, heureusement. Le commandant de bord lui répond, et là on s'aperçoit qu'il n'écoute pas son copilote. « Oui, t'as raison, dis-leur ». En gros, c'est à peu près « oui, t'as raison, dis-leur ». Et on comprend bien que le copilote ne sait pas très bien quoi dire, parce qu'il ne peut pas dire « on est en train de décoller ». À une lettre près, je vous laisse traduire en français ce qu'on pourrait dire. Et donc, il dit en anglais, non pas « we are taking off », ce qui veut dire « on est en train de décoller », il dit « we are at take-off ». Ce qui est très malin, ça le sauve de dire « on n'est pas en train de faire des bêtises », mais ce qui est très embêtant, c'est que la tour de contrôle, très légitimement interprète, la phrase veut dire 2 choses, « on est en train de décoller » ou bien « on est prêt au décollage, on attend ».
l'autorisation. Et l'interprétation de la tour de contrôle qui ne sait où ils sont que par radio, il n'y a pas de radar au sol d'ailleurs, hein, qui ne sait où ils sont que par radio, c'est ils attendent. Et c'est normal. C'est normal qu'elle suppose ça. Mais elle ne le vérifie pas. Et silence dans le cockpit. Le problème qu'il y a, c'est qu'au moment où la tour de contrôle répond à la KLM, et à cette époque-là, il y a superposition des phrases, le commandant de bord de la Paname dit, lui, j'ai manqué C3. Je vous rappelle que la visibilité est très mauvaise, que les manœuvres sont très compliquées. Il s'aperçoit qu'il a loupé C3 et il dit, j'ai manqué C3, je sortirai en C4. Mais il dit ça en même temps à la tour de contrôle que la tour de contrôle répond au cockpit de la KLM. Ce qui veut dire que dans le cockpit de la KLM, les deux phrases se superposent. Mais ce qui est très important pour nous ce soir, sur quoi je voudrais insister, c'est que les deux phrases se superposent, sont très compliquées à entendre, mais elles sont audibles. Ça grésille, c'est très difficile, mais elles sont audibles. Et la preuve en est, si je puis dire, un témoignage, c'est que l'ingénieur de vol, à cette époque-là, ils sont encore 3 dans le cockpit, l'ingénieur de vol, quelques secondes après, dit à ses 2 collègues, Isn't it clear that Panam? Et clear peut vouloir dire, il n'est pas très clair, il est bizarre ce type-là, ça peut aussi vouloir dire, il n'a pas dégagé. Mais silence. Les 2 avions s'aperçoivent quelques secondes après, l'avion de la Paname a le temps de se mettre ici en diagonale, de sortir. L'avion de la KLM de commencer à décoller, mais je vous ai dit qu'il est très lourd, à la fois de passagers et de kérosène. Et donc, il manque 20 mètres, en gros, d'altitude, pour qu'il ne percute pas l'avion de la Paname. Et là, il percute malheureusement l'aile droite de la Paname et retombe. Et on a là, dans cette petite situation qui dure à peu près 2 minutes, un problème fondamental de communication, un problème fondamental de régression à une routine due au stress, ça c'est le commandant de bord, un problème fondamental de prise de parole. Je pense qu'on peut dire que nous avons non seulement un droit à la parole, comme on peut le revendiquer parfois, mais une forme de devoir. Et on peut préciser que le copilote, il a double commande et il aurait pu couper, interrompre le décollage. Donc en gros, le copilote aurait pu insister pour empêcher le décollage. Il ne le fait pas et je vais vous préciser certaines raisons que l'on croit avoir identifiées là-dessus. Mais donc en gros, une situation où les gens sont trop seuls, il n'y a pas de communication interne réelle. Le commandant de bord de la KLM, j'ai oublié de vous le préciser, mais maintenant c'est important, est un très très grand pilote, extrêmement reconnu, en gros réputé incontestable, c'est là le problème. Réputé incontestable. Et il est pilote sur l'avion l'un des plus compliqués du monde à piloter à l'époque, et il est en plus, maintenant vous allez voir comment ça se clive, il est instructeur. Et étant instructeur, qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, dans les simulateurs, et il a fait 3 mois de simulation avant ce vol réel, les instructeurs jouent le rôle des tours de contrôle. Et donc une des hypothèses, c'est le stress vécu tout seul fait régresser à des routines très immédiatement antérieures, et en l'occurrence la routine de l'instruction. Et vous allez voir comme ça s'aggrave, c'est que le copilote qui est à sa droite a sa licence. Vous savez sans doute que les pilotes repassent systématiquement leur permis de conduire quand ils changent d'appareil. Donc ce copilote a de l'expérience, mais pas sur 747. Et il a sa licence en gros depuis 3 semaines, et je vous demande qui la lui a délivrée, c'est son voisin de gauche. Ça veut dire que le voisin de gauche a malheureusement une raison supplémentaire avec ce copilote-là de régresser très inconsciemment à l'idée de dire « je maîtrise tout, et au fond c'est un élève », et il n'entend pas la phrase d'un collègue qui dit « on n'a pas l'autorisation de décollage ». Et en sciences cognitives, on dit « ça, c'est une information qui devient périphérique ». Il n'entend pas. Il est absent. Et donc, il n'a pas d'interlocution percutante, pertinente avec son subordonné hiérarchique. L'ennui, c'est que le copilote se tait. Dans un premier temps, il dit « mais on ne peut pas y aller ». Et puis l'autre, il continue quand même. Et là, ce qu'on suppose, mais on ne le saura jamais, c'est qu'il a dû penser, il est si compétent, il sait tellement son travail, il ne peut pas commettre une telle erreur. Et le point, moi, où je voudrais creuser ici, c'est si on est seul, si les élites sont seules, si en plus il y a des injonctions contradictoires, si la situation qu'ils ont à gouverner devient si complexe et incertaine que ça devient extrêmement difficile, le seul moyen, c'est de jouer le rôle, de jouer l'équipe, de jouer d'être à plusieurs, de responsabiliser les autres et de les entendre. Alors j'espère que j'étais assez clair sur ceci. Je propose, bien que je cours un peu après le temps, de décrire l'autre situation. Merci. Qui demande moins de temps, donc c'est très bien, on aura le temps d'un échange. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement l'inverse à New York il y a 3 ans. Il y a le décollage d'un avion
sans aucun problème technique, tout va bien. Opération de routine, checklist, préparation au décollage, autorisation de décollage, parfait. Et puis vous vous souvenez sans doute, hein, en pleine ascension, très très peu de temps après le décollage, donc à basse vitesse, l'avion chargé à bloc de passagers et de kérosène, donc lourd, basse altitude. Un vol d'oiseau vient à passer par là malheureusement, et malheureusement pour les oiseaux et pour les moteurs, et donc tout le monde y passe, les moteurs et les oiseaux. L'équipage, donc le pilote et le copilote tentent de redémarrer les moteurs, ça ne marche pas. Et là, c'est très très intéressant ce qui se passe pour notre discussion. Le commandant de bord demande au copilote, regarde les protocoles. Et ils ont, vous le savez sans doute, dans les cockpits, 2 ou 3 bibles en quelque sorte, l'équivalent, avec un index qu'ils connaissent par cœur. Et ce qui est très intéressant en termes de professionnalisme, c'est comme un excellent bloc opératoire en chirurgie, hein, regarde les protocoles, réponse du copilote en très peu de temps, j'ai déjà regardé. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise, vous verrez comment vous interprétez, il ajoute, il n'y a rien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Airbus A320 et American Airways n'ont pas prévu la perte des 2 moteurs à basse altitude, à poids plein et à basse vitesse. C'est prévu à grande altitude pour pouvoir planer, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que le commandant de bord, moi j'ai l'impression, vous pouvez écouter encore, je crois, sur Internet la conversation, il y a un petit silence qui, je crois, signifie « Eh ben tant mieux, maintenant je vais faire mon boulot ». J'ai l'impression, là c'est mon interprétation. En tout cas, il dit juste après à tous les passagers, attendez-vous à quelque chose de violent, comme quoi il est quand même très très inquiet. Et il dit à la tour de contrôle, je vous dis en anglais parce que c'est devenu assez célèbre, we will end up on the Hudson. Ça veut dire on va amérir sur l'Hudson. La tour de contrôle, qui sait que, en gros, un amérissage, c'est 99% de risque que ça ne marche pas du tout, a une réponse très simple, c'est un vrai dialogue de sourds. Elle répond, la piste temps est dégagée à LaGuardia pour que vous reveniez. Là-dessus, le commandant de bord ne s'en occupe même pas. Mais en revanche, et ça c'est essentiel dans mon propos, il demande au copilote, tu vois une autre solution ? Donc ça c'est capital, parce qu'il aurait pu décider seul, et à mon avis on parlerait d'une catastrophe. Là il dit, tu vois une autre solution ? Et l'autre répond non. Pour vous dire le décor très vite, ils ont 3 aéroports de secours, mais qui sont à leurs yeux trop loin par rapport au poids de l'appareil. Et l'aéroport de départ, il est trop loin, pense-t-il aussi, alors que la tour de contrôle est supérieure hiérarchique, hein, N+1. En principe, la piste temps est dégagée, veut dire vous avez l'ordre de revenir. Mais des simulations ont été faites, parce qu'on s'est dit quand même c'est un peu coûteux un amérissage, on a voulu vérifier qu'ils ne s'étaient pas plantés, passez-moi l'expression. Et en fait, en effet, avec leur poids, leur altitude et leur vitesse, ils tentaient de retourner à l'aéroport de départ au moment où ils découvraient que les moteurs ne marchaient plus, ils se plantaient sur Manhattan. Et donc l'intuition, proximité terrain en quelque sorte, hein, l'intuition du commandant de bord ici est bonne, et ce qui est intéressant et capital, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que le copilote est parfaitement d'accord. Et que le copilote soit parfaitement d'accord a une incidence organisationnelle très simple, c'est qu'ils vont se distribuer les tâches comme il faut, respecter le protocole, les process, dans une entente totale sur l'objectif, qui est on va amérir, on fait tout pour réussir, on sait que c'est archi risqué, mais c'est la seule solution, donc on fait tout pour ça. Et en général, les catastrophes aériennes ont lieu parce que tout le monde dans un cockpit se met à s'occuper de l'urgence, personne ne tient plus l'avion. Là, vous avez quelqu'un qui s'occupe de l'avion, l'autre qui prépare l'amérissage, et après, ils font ça ensemble. Donc cette toute petite question, tu vois une autre solution, c'est symboliquement le patron, l'élite, a un besoin fondamental des collaborateurs et de leur prise de responsabilité avec. Voilà l'enjeu de mon propos. Alors, ayant peu de temps, je passe tout de suite aux conclusions, si je puis dire, mais je voudrais donner quelques formes de recommandations en tenant compte de situations de cet ordre-là qui sont très complexes, qui sont très incertaines, où il y a une élite avec un métier, une compétence de très haut niveau. Pendant un moment, on a pensé que l'élite savait tout. C'était un peu la culture de Tenerife, enfin de la KLM à l'époque, hein, en 1974. Maintenant, il y a énormément de travail fait sur la hiérarchie, mais son assouplissement nécessaire. Je rappelle les remarques qu'a faites Pierre Scholler à ce propos ce matin. Et ça veut dire qu'il faut être ensemble. Et comment ? Quelques propositions en termes de méthode. Aussi compétent soit-on, c'est absolument indispensable de garder sans cesse la notion qu'on pourrait reprendre à un grand humaniste, Nicolas Decius, de doc d'ignorance. On sait, mais il y a des tonnes de choses qu'on ne sait pas. Et si on cultive pour soi-même et pour les autres, l'idée de dire que l'ignorance n'est pas une incompétence, bien au contraire. Qu'elle est une compétence au sens où, quand on ne sait pas, on peut apprendre. Alors que si on est dans la culture où il faut tout savoir, Georges Jospin qui pourrait dire « l'État fait tout et sait tout », non, on n'apprend rien.
Et donc, cultiver, ça demande du temps de creuser cette idée-là, mais je propose de renvoyer à Socrate pour imaginer l'autorité de cette idée, en tout cas morale et intellectuelle. Socrate est mort d'avoir insisté en disant « je sais que je ne sais pas, c'est au moins une chose ». Ben, je pense que si nous étions tous, si les élites étaient rassurées de dire « on ne sait pas et c'est pas grave, on peut apprendre », ça serait déjà pas mal. Première chose. On sait qu'on ne sait pas et on peut apprendre très bien. Deuxièmement, on peut douter éventuellement, on doit douter les uns des autres sans qu'il s'agisse de se méfier les uns des autres. Le mot de confiance a été prononcé ce matin dès le début de la discussion. Je trouve que c'est capital. Avoir la confiance suffisante les uns envers les autres. Donc une élite qui arriverait à faire que toutes ces équipes, tous les gens qui travaillent avec ont suffisamment confiance pour pouvoir se questionner sans que ça veuille dire qu'on est nul, mais qu'en revanche, on a une pertinence à poser certaines questions en fonction d'un contexte, du style « on a vraiment l'autorisation de décollage ?» Ça serait tout à fait intéressant. Donc le doute, de la même façon que l'ignorance, serait une compétence, tout autant. Et pour ça, pour favoriser une culture du doute, de l'interrogation et de l'apprentissage dans les organisations, il y a une chose tout à fait importante, c'est de capitaliser par exemple sur les erreurs. Je ne vais pas être exhaustif dans ce que j'avais prévu de vous raconter, il faut que j'arrête dans quelques instants, mais j'espère que ce que je raconte est un petit peu, à peu près pas trop obscur et un peu suggestif, mais en gros, le fait que les gens puissent douter ensemble, mais pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres par rapport à une situation, se cultive éventuellement en entendant les erreurs. Si aux cultures de la sanction, on ajoutait, on les remplaçait en partie au moins par une culture de l'apprentissage. Par exemple, quelqu'un vient et vous dit « j'ai commis telle erreur ». Et au lieu d'être dans l'angoisse en disant bah, « du coup je te vire, t'es mauvais » ou je sais pas quoi, je te sanctionne, ça serait « mais voyons voir, qu'est-ce qui a fait que tu as pu commettre l'erreur ? Quelles ont été les conditions objectives qui t'ont poussé à faire cette erreur-là ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir à l'avenir des situations un peu équivalentes ?» Ça s'appelle en anglais un débriefing. Débriefer sur les erreurs, débriefer sur les opérations réussies, expliciter ce que l'on sait faire, tenter d'expliciter à plusieurs ce qu'on devrait apprendre à faire, sont des choses qui, à la fois, alimentent et favorisent la confiance, d'équipes qui, du coup, deviennent diversifiées, qui jouent la proximité entre les fonctions et les niveaux hiérarchiques, et qui font que le leader n'est pas seul. Il est avec les autres, et il est d'autant plus responsabilisé, ou elle est d'autant plus responsabilisée, que il ou elle responsabilise ses équipes. Et autrement dit, je m'arrête là, mais on pourrait dire, plus un leader, une élite, responsabilise ses collaborateurs, tout niveau hiérarchique confondu, plus il ou elle est responsable. Et c'est la même chose pour le pouvoir. Je pense que plus on en donne, plus on en récolte. C'est une autre question peut-être de réfléchir à cette question en termes politiques, mais voilà, je m'arrête là, j'espère que j'ai à peu près respecté l'horaire qui m'était imparti. Et on a un petit peu de temps pour les questions. Voilà. Merci. Vous êtes traumatisé, hein? Je suis confus, j'ai galopé à cause du court terme, mais... Qui s'élance? Et j'ai lu un rapport sur l'accident de car, je me souviens plus de la ville, mais c'est un car qui est tombé. Enfin, il a pris une descente qu'il ne devait pas prendre parce que ça brûle les freins au bout d'un quart de la descente. Et après, quoi que fasse le chauffeur, il n'y a plus de système de contrôle du véhicule. Et les gens se sont vus mourir parce que le véhicule n'arrivait absolument pas à se maîtriser. Et au bout de la descente, il y a un épingle à cheveux. Et il n'y a même pas de processus de délestage parce qu'ils étaient passés. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un car polonais. Il y avait deux chauffeurs, un jeune, un ancien. Et là où le poids culturel a joué, c'est que le jeune était au volant. Et comme le jeune était plutôt une image de modernité et que l'ancien était sur l'ancien régime, etc., c'est le jeune qui avait l'autorité. Et il a engagé tout le monde sur le chemin de la mort, pensant qu'il allait passer avec une certaine présomption. Et tous les deux savaient très bien où ils allaient. Et quand vous regardez précisément le processus, c'est effroyable de voir à quel point l'erreur se confirme moment après moment. C'est ça qui est fou. Et il y a vraiment des processus d'erreur, d'une certaine manière.
Et donc, comme il y a des chaînes de responsabilité, des chaînes de commandement, on arrive à des chaînes de dysfonctionnement. Bon, je souhaite réagir à ce point, parce que je trouve très très important. C'est que, avec une phrase d'Aragon que je trouve remarquable, on la connaît tous, parce que Brassens l'a mise en musique: rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, arrogance, ni sa faiblesse, incompétence. Autrement dit, on n'est jamais toujours déjà gagnant, et on n'est jamais toujours seulement perdant. Je pense il est capital qu'on apprenne à instruire un doute par rapport à ses propres compétences et incompétences. Et là, ce que vous décrivez, c'est un jeune qui croit qu'il va passer et tout, parce qu'il est plein de vie, il va y arriver, etc. Bah oui, mais là, le collectif doit jouer un rôle capital pour prendre distance. Et moi, ça me fait redire le rôle des élites. C'est de faire que tout le monde prenne distance et s'exerce à une pondération. Mais concernant à la fois le sentiment qu'on a d'incapacité, parce que parfois on est beaucoup plus capable qu'on croit, et le sentiment de surcapacité, on est parfois beaucoup moins capable qu'on croit. Mais les extrêmes sont dangereux. On parlait d'Aristote ce matin. L'éthique d'Aristote, c'est un souhait fondamental de pondération, d'équilibre. Et il se méfie comme de la peste des extrêmes. Je pense qu'avec la culture actuelle du contrôle, avec le désir de perfection ou de maîtrise qui est une forme de réponse à l'angoisse de l'incertitude, parce qu'on a un peu désappris à la gérer, on est dans une très très forte tension entre un désir d'omnipotence, un sentiment d'impuissance, et on n'équilibre pas les émotions. Et ça, c'est d'ailleurs un sentiment d'enfant. Le nourrisson, on sait très bien qu'il est dans l'omnipotence tant que les parents apportent à manger dès qu'il pleure, et dans un sentiment d'impuissance totale quand les parents n'apportent plus à manger dès qu'il pleure. On est comme des grands enfants, en quelque sorte. Nos technologies sont censées apporter tout, sauf que s'il neige trop, on est de nouveau complètement paumé. On voudrait que Jospin règle le problème. Jospin, symboliquement, ou alors le président du GRAF. Et voilà, devant l'incertitude, on ne sait plus faire. On doit réapprendre à fonctionner dans l'incertitude. Et ça, je pense que les élites en ont le devoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne peuvent le faire qu'avec les autres. Et instruire une culture d'un doute au sens le plus positif possible, d'une docte ignorance, d'une écoute d'équipes diversifiées, du débriefing des erreurs, d'un apprentissage collectif sur le fond de la confiance, est quelque chose qui donne beaucoup de puissance au collectif et donc aux élites, évidemment, en retour. Mais les élites, on leur a toujours tellement dit c'est vous qui faites tout, vous savez tout, vous gouvernez, etc. Je crains qu'on ait une culture un peu vieillotte qui ferait qu'il y aurait Dieu le Père d'un côté et puis les autres de l'autre côté. Et les gouvernés aiment bien qu'il y ait Dieu le Père d'un côté et puis qu'ils aient rien à faire. Et que les élites doivent tout. C'est là les injonctions contradictoires auxquelles sont soumises les élites. C'est à creuser, vous pourrez le creuser en mon absence, parce que je vais devoir partir en quelques instants, mais n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, moi, voilà à quoi me fait penser. Je pense que cette phrase d'Aragon est assez remarquable. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Un grand auteur dont s'inspire, à vrai dire, celui qu'évoquait Pierre Scholler ce matin. Pierre Scholler faisait allusion à Christian Morel, si je ne me trompe pas, qui utilise beaucoup d'ouvrages de Carl Weick, mais qu'il ne nomme jamais, donc je me permets de l'évoquer ici. C'est un grand auteur américain, et qui dit... Carl Weick dit « On ne voit pas les problèmes qu'on se croit incapable de résoudre. On ne les voit même pas. » Donc si dans l'inconscient, on a l'idée qu'on ne peut pas, on ne verra même pas émerger le problème. Je pense qu'il revient aux élites de donner le plus possible de pouvoir et de responsabilité à leurs équipes pour leur donner les moyens d'être avec elles dans les dynamiques décisionnelles. Ce que je crois fait remarquablement ce commandant de bord en 2009 à New York. Une question ? La dernière. Non, mais la dernière, disons, c'est une question qui, c'est pas seulement par rapport à votre intervention, c'est depuis ce matin. Moi, je me demande s'il n'y a pas, par rapport à la notion d'élite, une confusion. Moi, je ne comprends pas ce que c'est la notion d'élite. Disons, pour moi, un commandant de bord n'est pas une élite. Je vous l'ai dit, tu penses autrement, eux. Non, mais je pense que c'est par rapport aussi peut-être à la définition, je veux dire. Je pense que la notion d'élite, ou disons les critères pour être un élite ou une élite aujourd'hui, ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais moi, disons, il y a quelque chose que je n'arrive pas à accrocher. Voilà. Au niveau de la notion d'élite, je pense que probablement ça provient du fait qu'il y a aussi une rotation au niveau des pouvoirs. Donc, élite, c'est quoi ? Est-ce que c'est une élite au mérite ? Est-ce que c'est lié quelque chose à l'excellence, à la compétence, ou c'est lié à l'exercice d'un pouvoir lié à des compétences à un moment donné ? Et c'est ça qui me fait que j'ai du mal à accrocher, parce que disons, je me tourne vers le président du GRAF, là.
Le thème, c'est la gouvernance dans tous ces États. Donc c'est la question de quelle gouvernance avec ces élites. Et donc ce que vous avez essayé, ce que vous nous avez montré par rapport aux deux exemples qui sont très, très, très révélateurs. Parce qu'en fait, certains étaient soumis à leur propre, leur propre savoir ou savoir-faire. Il y en a qui ont résisté justement à la hiérarchie toute puissante. Dans le deuxième exemple, ils ont résisté à la hiérarchie qui leur disait finalement aller atterrir, alors qu'ils ont décidé de faire en fonction de leur propre savoir. Et donc c'est ça, c'est ça qui me gêne. Alors je le dis parce que voilà, j'ai du mal à accrocher au niveau des questions parce que c'est la notion d'élite qui pour moi n'est pas, disons, un responsable ou un chef ou un manager où on est en termes de responsabilité les uns et les autres. Je me sens, pour moi, c'est pas une élite. Voilà. Alors c'est ce que je pense. Une réaction très rapide. Sociologiquement, je comprends parfaitement, parce que je ne parle pas d'élite au sens sociologique en tant que tel, mais je rappelle ce matin ce qui a été évoqué, c'est des gens qui sont élus, là c'est pas le cas, ils sont nommés, mais des gens qui sont un groupe socialement reconnu. Et je pense que ce qui est assez important, c'est qu'on réfléchisse comment évoluent en effet les compétences que vous venez de rappeler. Et la notion d'élite, je l'ai approchée effectivement sur la base de compétences, du prestige qui est lié à la compétence, et de modification fondamentale des notions d'expertise exclusive. Et je pense que nous sommes ensemble, dans les organisations, responsables des situations qu'il faut gérer. Et ceux qui jusqu'ici avaient de droit, ou pour des raisons sociologiques, ou pour des raisons d'élection, la prérogative d'être ceux qui devaient gouverner seuls, sans la co-responsabilité des gouvernés, pour le coup, symboliquement ou analogiquement, je pense que ça implique un apprentissage nouveau du rapport à l'autorité. Voilà ce que j'avais à l'esprit en prenant ces exemples. On aurait pu en prendre d'autres. Hein. J'ai voulu prendre ces deux-là parce qu'ils sont le contrepoint l'un de l'autre en termes de rapport à la hiérarchie. Mais c'est vrai que l'idée que j'avais à l'esprit derrière le mot d'élite était une question de position de gouvernement, de gouvernance en un certain sens, mais de gouvernement, d'autorité, de hiérarchie, de compétence, d'ordre donné par rapport à l'exécution et savoir comment on réfléchit le réaménagement du rapport entre l'ordre et l'exécution. Et du coup, la délibération et la discussion collective en situation, en particulier d'incertitude pour le coup. Mais il faudrait élargir et creuser. C'est une métaphore, hein, à creuser un avion, c'est comme une organisation en quelque sorte. Mais je conçois bien qu'à première vue, ça puisse être un peu surprenant. Je vais aller prendre l'avion d'ailleurs pour le coup. Voilà. Merci, monsieur Bivard.